Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, une rétrospective Paranormal Activity. Paranormal Activity, film fait maison avec un budget ridicule de 15 000 $, est l'œuvre d'un homme seul spécialisé en effets spéciaux, Oren Peli. Le film a rencontré une partie de son succès de par la réputation que lui ont taillé les premières personnes à l'avoir vu, parmi lesquelles, et non des moindres, Steven Spielberg. La légende veut qu'après avoir visionné le film, une des portes de sa maison s'est retrouvée fermée de l'intérieur, nécessitant l'appel d'un serrurier pour l'ouvrir. Il a alors accepté de diffuser le film à la condition de ne plus jamais le revoir. Le succès a donc été immédiat puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 4e volet de la saga est prévu pour dans quelques jours. Cela dit, de nombreuses personnes ont pesté contre le film. Pourquoi? Eh bien, pas à cause du film. À cause de vous. Pourquoi? Parce que depuis des années, vous ne plébiscitez qu'un seul type de film. Ce sont les films qui utilisent la technique des jumpscares. Les films d'horreur sont la plus pure expression de la mise en scène du réalisateur. Ce n'est que ça, un film d'horreur. Il n'y a que la mise en scène pour créer de l'horreur. Et pour ce faire, un réalisateur a à sa disposition 3 procédés. Premièrement, l'ambiance. Il faut citer ici une majorité du cinéma asiatique, le plus connu d'entre eux étant Ring ou Ringu selon la prononciation nippone. Dans ce film, pas de surenchère de sursaut d'orchestre symphonique pour marquer la surprise et vous faire sursauter à cause d'une agression sonore qui a manqué de vous faire griller les tympans. Une ambiance glauque et sombre, grise, ancrée dans le quotidien ou claustrophobe, des reflets immobiles et un sound design qui vous tord les boyaux. Bon, à part ce bruitage sorti tout droit d'un cartoon. Je tiens à noter que dans cette catégorie se trouve le premier volet de la saga Alien. Beaucoup de gens considèrent que le film a vieilli, simplement parce que les jumpscares étant quasiment totalement absents du film, à l'exception de la scène dans les conduits de ventilation, les gens pensent que si le film prend son temps, c'est juste parce qu'il n'avait pas de budget ou parce qu'il est vieux, ce qui est profondément faux, c'est juste que ces gens ne sont plus capables d'apprécier une ambiance installée dans un film. Deuxièmement, les films à jumpscares. Comptez la totalité des teen movies d'horreur, genre Scream ou Souviens-toi l'été dernier. Il est généralement de bon ton d'en mettre partout, et comme ils ne peuvent pas toujours être justifiés, les pigeons, les chats et autres animaux sont devenus les amis préférés des réalisateurs de ce style de film. On notera particulièrement Mirrors dans cette catégorie, mais ce problème, entre guillemets, avait déjà été évoqué à l'époque du premier film Scary Movie. Kitty, you scared me. Marcy, you scared me too. Et tant que j'y suis, il avait aussi été évoqué par moi. Ben? Ah putain! Des pigeons! Mais pourquoi il y a des pigeons dans une maison? Troisièmement, un subtil mélange des deux. Un moment de tension qui aboutit à un jumpscare par exemple, mais pas seulement, j'en parlerai plus volontiers avec le 3e film. Un parfait exemple de film à ambiance est celui qui a en premier inspiré Paranormal Activity, le projet Blair Witch. Film qui a marqué d'une pierre blanche l'histoire du cinéma d'horreur en y intégrant parfaitement le concept de caméra à la main. L'histoire de ces 3 jeunes perdus dans une forêt sans fin et poursuivis par une sorcière a marqué toute une génération. Et on n'y a pourtant jamais vu une créature démoniaque, jamais une ombre, jamais une silhouette. La chose la plus concrète qu'on y ait vue, ce sont des mains sur une toile de tente. Si à l'époque il fallait justifier la présence des caméras en faisant des héros des étudiants en école de cinéma, la démocratisation des caméscopes a permis de ne quasiment plus se poser de questions sur pourquoi une caméra était-elle présente. Elle soulèvera beaucoup plus la question du pourquoi est-ce qu'ils ne lâchent pas la caméra pour courir comme des lièvres à la saison de la chasse. On préférera donc toujours justifier cela avec une équipe de télé comme dans Rec ou Grave Encounters, mais bien d'autres justifications seront présentées. Dans Paranormal Activity, puisqu'il est temps de commencer à aborder le sujet, la caméra a été achetée pour surveiller les événements paranormaux qui se déroulent dans la maison. C'est ça qui justifie le fait qu'il y ait constamment une caméra installée pour surveiller les lieux. Cathy et Micah forment un petit couple heureux, mais certains phénomènes viennent parfois perturber leur vie. Des événements auxquels Cathy est habituée puisqu'elle les a vécus depuis son enfance avec sa petite sœur Christy, mais qui piquent la curiosité de son compagnon. Beaucoup ont gueulé sur une longueur trop importante des scènes de dialogue entre les deux protagonistes, et des phénomènes pas assez inquiétants. Le reproche le plus courant envers le film peut se résumer simplement en « tout ça pour une porte qui grince ». Eh ben oui! D'une part, le film l'explique de façon très satisfaisante. L'esprit ou le démon poursuit Cathy, mais il ne peut se manifester comme il l'entend. Il doit d'abord s'installer dans un lieu, comme s'il devait pisser sur les murs pour marquer son territoire. Il doit d'abord faire énormément d'efforts pour faire grincer une porte, avant d'arriver à une possession complète d'un individu sans trop de problèmes. D'autre part, c'est parfait pour installer une ambiance. On a une scène de discussion, puis un événement. Ce schéma se reproduit et à chaque fois on monte d'un cran. De sorte que lorsque le nouvel événement arrive, après une pause pour s'en remettre et développer les enjeux, on est stressé de soi-même puisqu'on se demande jusqu'où ça va aller cette fois. Le film n'a presque rien à faire et d'ailleurs ne se gêne pas pour ne rien proposer parfois, ce qui augmente encore plus l'attente. Si le démon a repris des forces en sirotant une pina colada la nuit dernière,
Il doit être en forme ce soir, alors ça va être encore pire. C'est là tout le génie de ce film. Suivant pourtant cette logique, la scène finale a divisé les spectateurs. Pour certains, il était logique de finir sur quelque chose de gros. Pour d'autres, c'était trop d'un coup. En ce qui me concerne, la fin me satisfait. La fin originale, disponible sur le Blu-ray DVD et sur internet, était assez décevante par rapport à la version refaite pour le cinéma. Le seul vrai problème du film est son héros insupportable. Micah est l'incarnation typique du leader de l'équipe de baseball d'un campus d'université, demeuré, sans respect ni logique, ni intelligence, et qui prend toujours la décision la plus débile face au danger, c'est-à-dire taper ou insulter. Je hais Micah, et à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis plus du côté du démon que des humains. Ce garçon mérite de se faire briser la nuque. Le succès du film est partiellement venu de la pub. Ces bandes annonces sans images du film, uniquement les réactions des spectateurs, c'était assez osé, et manifestement ça a payé. Le film restait cependant avec une question non résolue. Pourquoi est-ce que le démon s'intéressait à ce point à Katie? Et il fallait bien un deuxième film pour y répondre. Oren Peli a laissé son bébé s'envoler et l'histoire, tout comme le scénario, sont confiés à d'autres personnes. Cela se sent par un changement de registre du film, qui abandonne subtilement la section film à ambiance pour aller flirter plus près du jumpscare, tout en restant, cela dit, de très bonne facture. L'augmentation du budget permet une avancée vers le spectaculaire, plus propice aux effets spéciaux impressionnants et aux sursauts. D'où la scène des placards de cuisine ou la scène où Christy est traînée par la jambe. En effet, c'est Christy qui sert cette fois d'héroïne, la fameuse petite sœur de Katie. Elle vient d'avoir un bébé, ce qui justifie l'achat du caméscope familial. Au même instant, leur maison est saccagée. Ignorant qu'il s'agit du démon qui a dansé la rumba en apprenant qu'un enfant mâle venait de naître, ils font installer des caméras de surveillance un peu partout dans la maison, ce qui permet la multiplicité des plans du film, apportant également plus de rythme au montage. L'histoire, en plus d'expliquer par le biais de discussions des deux sœurs sur leur enfance et les recherches internet de l'ado de la maison le concept du pacte familial pour que le premier héritier mâle de la famille revienne au démon, est très intelligemment construite. Elle démarre avant le premier film et se termine en même temps que lui, Katie refaisant une apparition pour les derniers plans. Cela apporte un deuxième angle sur les événements du premier film, comme si nous étions dans ses coulisses, ce qui est assez intéressant. Pour ne pas reproduire l'erreur de héros du premier film, Daniel, le mari de Christy, est cette fois un peu en retrait, voire même un peu trop détaché jusqu'aux séquences finales du film, où il commence enfin à agir plutôt que de dire « Tiens, c'est marrant, mon bébé a décollé de son landau ». Ah oui d'ailleurs, le vrai problème de cette saga, c'est son public. Quand j'ai été voir les films au cinéma, systématiquement, j'étais en présence d'un groupe d'ados ou de jeunes adultes complètement gogoles, nourris uniquement aux films à jumpscares, qui passaient leur temps à exploser de rire très très fort quand ils avaient sursauté. C'est ce genre de gogol, ce genre de gogol qui rigole pendant un film d'horreur. Ils trouvent ça hilarant, par exemple, de voir un bébé être soulevé au-dessus de son landau par une force invisible. Allez mourir! La campagne de pub à cette fois, à mon goût, était un peu ratée, jouant plus sur le succès du premier que sur la promesse d'un bon film. Il a révélé trop de scènes, ce qui réduisait leur impact une fois devant le film. Mission accomplie. Nous savons ce qui est arrivé à Katie, et nous savons pourquoi le démon s'intéressait autant à ces deux jeunes filles. La seule question qui reste ouverte maintenant, c'est comment ce pacte a été scellé à l'époque. C'est là qu'intervient le troisième film. Situé à la fin des années 80, le retour en arrière est très réussi, d'une part avec les décors, les objets, mais aussi par l'état d'esprit beaucoup plus relax. Cela se ressent aussi techniquement. Le bourdonnement du numérique, provoqué par les actes du démon, est remplacé par le sifflement de l'analogique et des bandes magnétiques de l'époque. Seule exception, mais pas la moindre, le format du film et sa qualité. Contrairement à ce que croient les producteurs, il n'est pas difficile de proposer une image crade au spectateur, si cela se justifie dans l'œuvre. Compte tenu des normes de l'époque, les images étant enregistrées sur une cassette VHS, le film devrait être présenté au format 1.33 ou 4/3, avec une plus petite résolution et une image salie par l'enregistrement numérique. Je pardonnerai quand même, mais c'était quand même pas si compliqué et ça fait un peu étrange, surtout quand on voit Denis, réalisateur de vidéos de mariage professionnel, travailler sur du 4/3 à longueur de journée. Mais c'est vraiment le seul point noir de ce film qui atteint la perfection. Son personnage principal, Dennis, justement, est l'exact milieu entre Micah et Daniel. On peut parfaitement s'y identifier. Pour une fois, c'est plutôt la mère qui est insupportable à refuser catégoriquement de discuter de tous ces événements paranormaux. Mais c'est surtout dans la mise en scène que le film excelle. Le film fait un subtil mélange de peur d'ambiance et de jumpscares. Il peut préparer la venue d'un sursaut et au final ne rien montrer. Ou bien vous faire sursauter, mais pas à cause du démon et donc pour de faux. Ou encore faire surgir le surnaturel au moment où on ne l'attend pas. Le film joue également avec des choses qui nous paraissent normales, jusqu'à ce qu'un millimètre, un simple mouvement, nous fasse réaliser que depuis 3 minutes, nous étions en fait à 2 poils de cul du démon, comme la scène du tremblement de terre, ou encore celle du fantôme en drap de lit. Il propose aussi de véritables scènes de furie du démon. Ce truc est en colère et il vaut mieux pas le titiller de trop près, car ça fait déjà 2 générations qu'il attend son héritier mâle. Mais encore mieux! Le plan génial, la trouvaille du film.
c'est la caméra qui fait un panoramique. Dennis a scotché une caméra sur le moteur d'un ventilateur et ainsi la caméra panote d'une direction à l'autre pour nous permettre de tout voir dans la pièce. Ce mouvement est lent et automatique, nous empêchant donc de voir ce que nous voudrions observer et avançant sans que l'on puisse le retenir vers des choses que l'on ne veut surtout pas voir tellement on les anticipe. Mais encore mieux! Les enfants! Ils sont une source d'angoisse depuis les premières expériences cinématographiques de films d'horreur. Un enfant totalement à l'aise devant un événement paranormal extrêmement dangereux, voire lui-même un élément dangereux, c'est génial! The Omen, L'Exorciste, Aliens! Voir une gamine de 6 ans parler à son ami imaginaire, c'est charmant. Quand l'ami imaginaire fait voler des objets, c'est tout de suite alarmant. Notre sens du danger d'adulte nous fait tout de suite voir la menace et on veut crier à l'enfant de s'éloigner, tout en craignant de l'approcher, tant sa désinvolture nous fait craindre les jugements du dit enfant. Mais encore mieux! Les vieux! Quoi de plus malsain et terrifiant qu'un troupeau de vieux avançant le regard hagard et en même temps tellement déterminé qu'ils semblent poussés par une force malveillante qui les force à oublier leur sonde urinaire et leur hanche en plastique pour venir enlever une enfant. Mais encore mieux! Non, j'ai plus rien là. Mais c'est déjà pas mal quand même. Il faut encore une fois passer au bureau de vérification des réclamations pour 2 éléments. Nombreux sont ceux qui ont gueulé pour 2 choses. D'une, pourquoi les enfants n'ont-ils aucun souvenir de tout cela une fois adultes? Et de 2, qui sont ces putains de vieux? C'est à peu près du même ordre que le Medipod de Peter Weyland dans les quartiers de Vickers, ou que les problèmes liés au vaisseau et à l'ingénieur vis-à-vis de Alien, alors qu'ils ne sont pas sur la même planète et que ce n'est donc pas le même vaisseau. Il est dit très clairement dans le film que c'est à la suite d'un rituel de sorciers et sorcières que le pacte est scellé entre les enfants et le démon. Ce sont donc eux que l'on voit à la fin du film. Il est dit dans la même phrase qu'une fois l'union scellée, les enfants subissent une sorte de lavage de cerveau qui leur fait tout oublier. Donc si vous écoutiez un minimum les dialogues, vous n'auriez pas à vous poser ce genre de problème. Cela dit, tout cela pose un véritable problème. Si les gamines se souvenaient de leur pacte une fois qu'elles sont devenues grandes, le démon aurait peut-être moins à se faire chier pour l'obtenir, son héritier mâle. Mais bon, peut-être que les démons sont cons. La scène de fin est un vrai climax de 15 minutes constamment en tension et parfois très violente, notamment par rapport au héros, qui par tradition depuis le premier film doit crever dans d'atroces souffrances. Et cette mort-là est particulièrement douloureuse. Le film était tout aussi génial au niveau de sa campagne de pub. Ils ont tourné de fausses scènes pour promouvoir le film sans révéler à l'avance ce qui allait se passer, conservant ainsi intacts tous les effets de surprise. Certaines scènes ont juste été modifiées, comme celle du Bloody Mary, alors que d'autres sont totalement inventées, comme celle-ci que je trouve assez géniale. Avec tout cela, et en gardant en mémoire à quel point je me suis fait enculer avec le dernier volet de la Sega Resident Evil, qu'attendre de ce 4e Paranormal Activity? Il semblerait qu'il prépare plus de jeux sur les moyens de communication récemment démocratisés, comme la vidéoconférence haute définition de Skype, en jouant sur les bugs de connexion et les freezes causés par un débit un peu lent ou par la bande passante du Wi-Fi. J'ai plus de doutes sur l'utilité de l'histoire, encore que, j'aimerais bien savoir ce qu'il va foutre de son héritier mâle maintenant qu'il l'a obtenu. Le démon est-il un bon père? Va-t-il chercher son fils à l'école? Est-ce qu'il prend le temps de jouer avec lui? Est-ce qu'il va lui apprendre à pêcher des truites et à posséder des thons? Autant de questions passionnantes que le film semble vouloir aborder. Pour quel résultat? Nous verrons bien. En attendant, si vous ne voulez pas que je vous maudisse et que je réclame l'âme de votre premier héritier mâle, dites-vous bien que j'ai raison et vous avez tort. Prenez soin de vous et allez voir des films. Ciao.